ça saigne encore, ça saigne encore, ça saigne encore. Ils sont plus méchants. Les blessures sont factices, mais eux sont bien de vrais médecins et chirurgiens. 103 internes de médecine générale, chirurgie, anesthésie, réanimation et psychiatrie venus s'exercer à la prise en charge des blessés de guerre sur le camp de la Valbonne. Une simulation grandeur nature organisée par le Centre de formation opérationnelle santé de l'école du Val-de-Grâce. Dans moins de 6 mois, ils partiront sauver des vies sur des théâtres de guerre. Tu vas t'occuper de lui en premier là-bas. Ok. Salut. T'as fait quoi sur lui, Pierre Mathieu? T'as fait un marche ou pas? Ou t'as rien fait? Il y a juste M, il y avait un seul. Elle est en choc hémorragique. C'est-à-dire qu'elle a trop saigné. Et si on fait rien, bah. Elle va mourir. Ok, on part avec l'autre là-bas. Donc là, c'était. C'est un UED qui a sauté, 4 blessés, dont 3 graves. Donc il y en a 2 qui sont déjà partis, et nous on prend les 2 derniers. J'ai brûlé grave là. Sur le terrain et au poste médical, 50 formateurs évaluent tant les gestes techniques que la capacité des médecins à superviser la situation et à déléguer. Il m'avait pas intubé. Putain, il doit pas être d'affaire quand vous êtes démerdé. Bah il dort là. Ah ouais? Gamin ouais. Ok. Allez, pareil pour lever. Lever. Attends, on laisse la perte est où? Il faut qu'elle soit par-dessus facilement là. Les stagiaires doivent s'adapter et faire preuve de sang-froid, comme en témoigne le lieutenant Pierre Mathieu, médecin leader en première ligne au moment de l'explosion. On a toujours des idées comment ça va se passer, ça se passe pas exactement pareil. C'était un peu la panique à bord, parce que je savais pas qui était le militaire qui allait me dire si c'est sécurisé, si je peux faire ce que je veux ou pas. Et après, c'était de regrouper, savoir prioriser les patients, on va dire. Comme on sait qu'on est noté aussi, c'est la première fois qu'on le fait, en tout cas les conditions de stress, elles y sont. Après, c'était que ça allait très vite, ça va hyper vite. Ça, il faut arriver effectivement à se dire, il y a trop de choses à faire, je peux pas tout faire. Qu'est-ce que dans tout ce que j'ai à faire est vital ou pas, hein? Mais c'est normal qu'à un moment donné, il y a un moment où boum, on voit la taille, on se dit tiens, même avec l'équipe, on ne peut pas y arriver. Comment on peut faire? On va prioriser ce qui est vraiment essentiel. C'est nouveau pour eux, ils travaillent avec des combattants, des gens qui ne sont pas formés forcément au métier du soin. Et donc, il faut qu'ils s'adaptent. Et on voit que progressivement, ils savent utiliser toutes les compétences nécessaires. C'est l'intérêt des simulations, c'est-à-dire d'arriver à les pousser un petit peu dans leurs limites, hein, tout en restant évidemment dans la bienveillance, puisque l'objectif, c'est quand même qu'ils gardent quelque chose de positif qui sera la base ensuite de leur expérience le jour où ils seront devant une situation réelle. Entre chaque atelier, 10 maquilleurs s'activent pour reconditionner les blessures. Car la qualité du grimage et le rôle d'acteur des faux blessés conditionnent le succès de cet exercice. Deuxième scénario, un suicide bombeur vient de se faire exploser. Allez, vous me ramenez les blessés. Tour à tour, les stagiaires sont testés au poste de médecin leader du groupe et d'infirmier. Alors que Pierre Mathieu endosse cette fois-ci le rôle de médecin de relève sous la tente, Sophie, interne en psychiatrie, fait partie de l'équipe médicale qui débarque en renfort pour évacuer les blessés. Là, tu viens faire de la QRF. Tiens, alors vas-y, on a 4 blessés. Par contre, plus grave, celle-ci, il faut absolument la... Ils sont plus méchants. Doc, on a 5 minutes pour décoller. Allez, on décolle. Il me faut 2 bras pour les bras. Quelqu'un pour aller. Après, forcément, il y a des choses qui changent parce que le plan évolue. Les blessés ne sont pas forcément comme on avait imaginé. Il faut les mettre à un endroit. Donc, forcément, il y a toujours des surprises. Mais ce qu'il faut, c'est toujours se raccrocher vraiment, je pense, à la chaîne hiérarchique, que tout le monde obéisse à la même personne. Et puis garder vraiment un plan, entre guillemets, de prise en charge. On a 4 blessés graves, donc on les évacue vers le rôle 1, là où ils vont être pris en charge par mes confrères. On va où?
Vous la mettez là. Ok, reçu. On leur donne pas forcément le temps de faire tous les gestes parce qu'il faut qu'ils apprennent à sélectionner les gestes les plus importants, les gestes essentiels, ceux qui vont avoir une haute valeur ajoutée pour la survie du patient en fait. On leur apprend aussi à travailler en milieu en sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des actions et l'évolution tactique de la situation va faire qu'ils vont devoir se replier par exemple. Et on leur apprend ensuite aussi à travailler sous stress. J'ai revu un petit peu les gestes d'urgence et je trouve que ça fait du bien quand même de maintenir une connaissance dans ce domaine-là, même si c'est pas ce qu'on pratique au quotidien, parce qu'en mission, voilà, les psychiatres sont amenés à partir aussi et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on garde des connaissances de base en urgence. Nous, ce qu'on essaie de faire pour nos jeunes médecins qui vont être projetés, c'est qu'on les envoie à la BSPP, aux sapeurs-pompiers de Paris, à la brigade des marins-pompiers de Marseille, faire des stages. Quand ça devient un automatisme, quand les gestes y sont appris, même si les circonstances sont difficiles, on arrive quand même à les faire. Et après, ils libèrent leur énergie psychique pour gérer tout le reste.